bienvenue en direct sur Public Sénat, édition spéciale 3e tour des élections départementales en compagnie de Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël. Bonjour Delphine. On va partir pour 1h30 de direct. On va aller faire un petit tour un peu partout en France, là où il y a eu des retournements de dernière minute. Nous ferons un petit peu le bilan de ce vote qui a eu lieu depuis ce matin. Il y a eu quelques surprises dans ce bilan de ce 3e tour, et notamment dans l'Essonne où Georges Tron a jeté l'éponge à la dernière minute. Nous irons également dans le Tarn-et-Garonne où Jean-Michel Bailey et lui aussi a jeté l'éponge. Nous irons écouter sur place un petit peu les réactions. Et dans les Bouches-du-Rhône où la droite l'emporte et qui signe la fin de l'ère Guérini. Et puis dans le Vaucluse où c'est le doyen d'âge qui a gagné faute de majorité. Et pour ce tour de France, nous serons en direct avec nos 4 envoyés spéciaux, à commencer par Paul Bouffard dans le Nord. Nous retrouverons également Germain Andrieux dans le Gard. Nous serons également avec Cécile Sixou dans le département de l'Aisne. Et puis Jérôme Rabier dans l'Essonne. Et puis pour tout connaître des résultats de ce 3e tour, les résultats s'afficheront sur le bandeau déroulant en bas de votre écran. Eh bien, on va commencer. Tour de France, c'est parti. On va dans l'Essonne, à Évry très précisément. Jérôme Rabier, ça y est, on connaît le nouveau président. Alors, Jérôme, est-ce que vous nous entendez? Le vote vient d'intervenir et il y a eu un retournement de situation en Essonne. Alors, on reviendra vers Jérôme dans un instant. On va tout de suite retrouver Paul Bouffard en direct du Nord. Là, on vient de l'apprendre, c'est Jean-René Le Serre qui a été élu président du département, Paul. Oui, c'est ça, le vote vient de se dérouler juste dans l'hémicycle à côté. Élection de Jean-René Le Serre, sans surprise puisqu'il était le seul candidat. Le sénateur UMP quittera son poste de parlementaire, on le sait déjà. À 64 ans, il a regroupé derrière lui les forces UMP-UDI dans le Nord. Au total, 52 élus pour une majorité confortable. 17 ans que cet hémicycle n'avait pas vu cela. Le vote s'était ouvert à 14h avec un discours du doyen d'âge. Il y a quelques minutes, après de longs applaudissements dans l'hémicycle, le tout nouveau président Jean-René Le Serre a pris la parole. Il a rappelé qu'il voulait préserver les territoires, l'intelligence des territoires, mais il a aussi rappelé qu'il voulait assainir les finances du département du Nord. Paul, on vous retrouve évidemment dès que vous avez des invités, des commentaires à suivre. On va aller cette fois dans l'Aisne, à Laon très précisément. Nous retrouvons Cécile Sixou qui est sur place. Majorité pas très nette, Cécile. Oui, Mickaël, ici, il fallait obtenir 11 cantons pour accéder directement à la présidence du département. Mais le FN est venu jouer les troubles faits et au final, personne n'a eu une majorité absolue. La droite est arrivée en tête avec 9 cantons, le PS juste derrière avec 8 cantons et le FN 4. Du coup, en début de semaine, le PS a fait des appels du pied à l'UDI qui remporte 3 des 9 cantons de la droite. Mais pas d'infidélité, le parti du centre reste dans le camp de l'UMP. C'est même l'UDI qui présente le candidat de la droite à la présidence. Il s'appelle Nicolas Fricoteau. La gauche aussi a son candidat, Georges Fourré. Et pour le FN, c'est Franck Briffaut qui est en course. Les conseillers départementaux sont actuellement en train de voter dans la salle à côté de là où je me trouve. Normalement, l'issue de ce premier tour ne devrait pas être une surprise. Chacun devrait voter pour son camp. Donc on attend les résultats. Eh bien, on va attendre avec vous, Cécile. On attend également certainement d'autres résultats en cours. Et puis, nous ferons évidemment le bilan avec nos invités que je vous présente tout de suite. Roland Quérol, bonjour. Bonjour. Politologue, vous nous accompagnez à chaque fois pour chaque émission spéciale. Merci encore une fois d'être avec nous. Éric Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du cabinet de conseil stratégie de communication sociale. Et puis, vous êtes l'auteur pour en finir avec le millefeuille territorial. Vous connaissez la carte de France par cœur. Avec vous, on va évidemment décrypter tout ce qui s'est passé tout au long de cette matinée et de cet après-midi. Alors Mickaël, on va bien entendu parler de ce 3e tour des élections départementales, mais tout de suite, comment ça se passe ce vote pour les présidents de conseils départementaux? Les explications de Lucie Guillemot. Ce sont les conseillers départementaux élus dimanche dernier qui vont choisir les présidents. Ils présideront les départements pendant 6 ans. Pour être élu dès le premier tour, il faut la majorité absolue des suffrages, c'est-à-dire plus de 50% des voix. Dans le cas contraire, un deuxième tour est organisé, toujours à la majorité absolue. Si personne n'est élu, l'élection du président se joue au 3e tour, à la majorité relative cette fois. En cas d'égalité du nombre de voix, c'est le doyen de l'Assemblée qui l'emporte. Une fois le président élu, on procède à l'élection de la commission permanente. Une trentaine de membres la composent. Elle assiste le président et règle les affaires courantes.
Il existe aussi des commissions spécialisées dans des domaines comme la finance ou la jeunesse. Allez, Roland Quérol, vous commencez, vous ouvrez le bal. Première question. C'est assez propre à cette élection de troisième tour. C'est assez compliqué à déchiffrer aussi pour les téléspectateurs. Il y a des retournements de situation, même à la dernière minute. On l'a vu dans l'Essonne, où finalement Georges Tron a retiré sa candidature au dernier moment. Oui, il faut dire que Georges Tron n'était pas le candidat officiel de sa constellation politique. Il a essayé... Il se disait le grand vainqueur au soir de d'aller l'élection. jusqu'au bout. Il avait été très présent dans la campagne, justement, pour espérer au troisième tour d'être le président du conseil départemental. Bon, il ne le sera pas. Les conseillers départementaux de son propre camp ne l'ont pas voulu. Et c'est ce qui est intéressant, qui est en train de se passer, c'est que souvent ces troisième tours d'élections cantonales, départementales maintenant, il y avait des endroits où on volait un peu la victoire acquise dans les urnes parce qu'on faisait des combines entre telle ou telle organisation et formation. On va y revenir, c'est très important, il y en a eu. Hein. Voilà, mais enfin, il semble que pour l'essentiel, cette fois-ci, dans la majorité des départements, la logique politique l'emporte, on va voir les exceptions, et qu'on n'a pas volé ni à gauche ni à droite des départements qui avaient été acquis à l'adversaire. Éric Julie, une réaction. Cette complexité, elle vient du mode de scrutin. Puisque contrairement au municipal où on élit des listes et donc on sait qui sera maire si la liste arrive en premier, là ce sont des cantons et donc des individus, même si maintenant ce sont des binômes qui sont élus et qui ensuite se réunissent pour savoir lequel d'entre eux deviendra le président du conseil départemental ou vice-président, etc. Et donc forcément, il y a des discussions et certaines personnalités qui pensaient qu'elles pourraient devenir président ne sont pas retenues par ceux qui ont été élus. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de combinaison Roland Quérol. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait que Jean-Michel Bailey se soit retiré au dernier moment? Il a expliqué tout à l'heure dans un communiqué de L'Arche des Pêches, le Tarn-et-Garonne est en train de devenir la capitale de tous les complots et de toutes les trahisons. Combinazione, à l'italienne, comme il a dit. Il est très amer, visiblement. Jean-Michel Bailey, c'est un personnage de la République. Il était très connu dans cette maison pendant très longtemps. Plus de 30 ans qu'il dirige ce département. Et avant, c'était sa mère, Evelyne Bailey. Ils se sont succédés au Conseil général comme à la Dépêche du Midi. Voilà, c'est des poids lourds, comme on dit, de la vie. La page se tourne. De la vie. Et c'est vraiment une page qui se tourne. Et s'il a retiré sa candidature, avant même que sa propre candidate soit battue, c'est parce qu'il a senti que c'était lui, personnellement, qui était en cause, comme sénatorial. Le coup était peut-être jouable politiquement, pas avec lui. Il y a un moment, on le sait, où ce serait le mandat de trop et où vos propres amis vous poussent vers la sur ce point. Oui, parce que si j'ai bien compris, c'est l'indépendant qui a gagné. En fait, il y avait une égalité entre le Parti socialiste et la gauche et la droite, et que finalement, c'est l'indépendant qui est celui dont on ne savait pas très bien s'il était plutôt à gauche ou plutôt à droite, et qui finalement il s'est fait élire. Voilà, c'est l'essentiel, on va dire, pour lui. Pourtant, on a entendu Jean-Michel Bailly qui a réagi en disant « La droite est minoritaire dans le département, elle n'a que 10 élus sur 30, mais elle se retrouve dans la majorité. » Alors ça, comment on l'explique? C'est difficile aussi à comprendre pour les téléspectateurs. Ben oui, je crois que là vraiment, c'est des choix dans lesquels la politique et le personnel jouent beaucoup. Je crois que beaucoup de gens parmi ces élus ne voulaient plus courir le risque que ce soit ni Jean-Michel Bailey, ni un poulain ou une pouliche qu'il envoyait à sa place, qui puisse diriger le département. Et donc on a préféré avoir recours à ce subterfuge, cet indépendant qui a bénéficié d'une vraie discipline de la droite et qui a pu rafler la mise. On va aller tout de suite dans l'Essonne. On avait un petit problème technique tout à l'heure. C'est réparé. On va retrouver Jérôme Rabier. Jérôme Rabier, élection terminée et on connaît le vainqueur. Oui, on s'attendait ici à un vote interminable, un feuilleton, comme seule la politique peut en produire. Mais finalement, François Durovray aura été élu dès le premier tour à une large majorité. 28 voix contre 12 au président socialiste sortant, Jérôme Guedj. Mais avant ce dénouement, nous avons assisté à une guerre fratricide à droite entre François Durovray et Georges Tron. Ce dernier avait lundi perdu le vote interne au groupe UMP, mais jusqu'à 13h30, il comptait toujours se présenter, illustrant les divisions de la droite essonnienne. Il s'est finalement résigné à retirer sa candidature, non sans dénoncer une décision injuste à ses yeux, lui qui s'estime victime de calomnie. Je vous rappelle que la Cour de cassation décidera demain s'il est renvoyé aux assises dans une affaire de viol. Une affaire qui lui a donc fait perdre ses soutiens. Malgré une campagne victorieuse qu'il a personnellement incarnée, personnellement menée,
C'est donc finalement François Durovray qui est sorti vainqueur de ce que Jérôme Guedj appelait le Dallas de la droite essonnienne. La droite essonnienne qui arrache ce département dirigé pendant 40 ans par la gauche, ici dans le fief, je vous le rappelle, du Premier ministre Manuel Valls. Merci beaucoup Jérôme et on reviendra vers vous si vous avez d'autres résultats ou d'autres réactions à nous faire parvenir. L'Essonne qui bascule donc à droite, de même que la Corrèze avec la confirmation de l'élection de Pascal Coste, l'UMP à la tête de ce département. Éric Julie, on voit que ce sont de personnalités locales bien implantées qui ont réussi à se faire élire dans ce départemental. D'abord, il faut rappeler que ce sont des départements qui n'étaient, contrairement au Nord, et encore le Nord avait basculé à une certaine période, alors contrairement aux Bouches-du-Rhône qui, elle, était totalement socialiste depuis très longtemps. Ouais, là, ce sont des départements qui étaient autrefois et pendant longtemps de droite et qui reviennent de droite à l'occasion d'un scrutin qui a été marqué par la politique nationale plus que par les enjeux locaux. Il faut bien le dire. Mais effectivement, ce sont des personnalités. Ce que je trouvais très intéressant dans ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le nouveau président du département du Nord a annoncé qu'il allait abandonner son mandat de parlementaire. Donc il anticipe sur le non-cumul qui est en 2017. Vous pouvez se demander quel choix il ferait. Lui, il le fait par anticipation. C'est un geste fort. Alors, Carole, c'est déjà l'idée du non-cumul qui se met en place chez les parlementaires. Ah, ben il va bien falloir s'y faire. Il y a d'autres choix à faire. Oui. Il y a Henri Emmanuelli, on a vu Philippe Martin, là, le mouvement est en marche. Comme dit l'autre, il ne s'arrêtera pas. C'est clair qu'on va aller vers ça et c'est une demande de la société française dans tous les sondages depuis très longtemps. Sur le cas de l'Essonne, la droite avait gagné largement. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait que la droite aurait le président de conseil général. Le problème, là encore, ça a été un problème personnel. Georges Tron est pour le moment réputé innocent des crimes dont on l'accuse, mais demain, la Cour de cassation décide si oui ou non il ira à nouveau devant les assises. On sent bien que c'est ça qui a retenu ses amis de l'UMP qui se sont dit on ne peut pas prendre le risque d'une chose pareille. Donc ils ont cherché quelqu'un qui fasse plus consensus dans leur sein. Alors tout à l'heure, vous parliez des personnalités, on a parlé aussi un tout petit peu de la carte, mais je voudrais peut-être qu'on revienne un petit peu sur ce chapitre, parce que c'est très important aussi. Dans ce troisième tour, on a voté en fonction des étiquettes politiques, en fonction des couleurs politiques ou en fonction des personnalités, comme on disait tout à l'heure. Apparemment, sauf peut-être un ou deux cas, c'est avant tout un vote sur les couleurs politiques, et c'est une installation, en quelque sorte, du tripartisme de manière très forte. Après, à l'intérieur... On voit la carte en ce moment qui s'affiche avant-après et on voit cette vague bleue qui a déferlé sur la France. À l'intérieur des exécutifs départementaux, effectivement, on voit que c'est des personnalités, alors soit des parlementaires, soit au contraire des élus locaux très enracinés, souvent des conseillers généraux qui sont, autrefois conseillers généraux et maintenant conseillers départementaux. Mais est-ce qu'ils vont compter? Est-ce qu'ils vont avoir un vrai rôle, ces nouveaux présidents de ces assemblées départementales? On ne sait pas encore quel va être leur sort finalement. On sait qu'ils sont en sursis, ces départements, jusqu'en 2020. Il y a deux choses. La première, il y a une loi qui est en cours de vote, qui a été votée en première lecture et qui, en fait, globalement, à deux exceptions près, confirme les attributions des départements. Il n'y a pas de grands changements. Après, il y a le fait que, si vous regardez le site du gouvernement, il est toujours inscrit qu'il y a un objectif dans le site du gouvernement, plus personne ne s'en souvient, mais il y a un objectif qui est inscrit qui dit qu'en 2020 ou 2021, les départements doivent être transformés, modifiés, c'est assez ambigu, mais néanmoins, il y a toujours cet objectif qu'avait annoncé Manuel Valls lors de sa déclaration de politique générale. Et puis il y a un troisième fait, c'est que les métropoles vont prendre une partie des attributions des départements là où il y a des métropoles. Alors Éric Julie, on va tout de suite prendre la direction du Gard, où se trouve Germain Andrieux, le Gard qui reste à gauche. Le suspense a été entier jusqu'au bout, jusqu'à l'élection de Denis Boite. C'est le maire socialiste de Blauzac. C'est à vous Germain. Et oui Delphine, le suspense a duré jusqu'au bout puisqu'il a fallu attendre le troisième tour de ce troisième tour pour connaître le nom du candidat victorieux, de ce nouveau président du conseil départemental. Il s'agit du candidat socialiste de Denis Boite qui remporte ce département du Gard avec 22 voix pour la gauche, 19 votes blancs et 5 votes Front National. Les deux premiers tours, chacun campait sur ses positions. Il y avait 3 candidats, le candidat du Front National, le candidat de la droite et le candidat de la gauche. Et à chaque fois, les résultats ont été identiques. 22 voix à gauche, 18 à droite, 2 votes blancs et 4 votes Front National. Finalement, la droite et le centre ont renoncé au troisième tour à présenter un candidat. Et je vous propose tout de suite d'écouter la réaction du candidat de droite qui a perdu, suivi du son du nouveau président du conseil départemental du Gard. On écoute.
À mon âme et conscience, pour éviter un vote combinaction que je ne pouvais partager, j'ai, dans un esprit de résistance, retiré ma candidature. Les 2 premiers tours, on se compte, et au 3e tour, j'ai pris mes responsabilités. Merci à mes amis qui, avec une majorité relative, m'ont soutenu jusqu'au bout, vous l'avez vu dans les 3 tours. Un regard particulier sur la position de Burgoa, qui nous honore, les hommes politiques. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, le souci, c'est d'abord les Gardoises et les Gardois. Voilà, vous l'avez compris, les 4 élus du Front National n'ont pas réussi à jouer le rôle d'arbitre dans ce département du Gard. Le retrait de la candidature de Laurent Bourgois a été longuement applaudi, mais c'est la gauche qui conserve donc ce département du Gard et qui devra le diriger, mais avec une majorité toute relative. Merci beaucoup Germain pour ces commentaires, ces réactions. 2 autres invités nous ont rejoints. David Assouline, sénateur socialiste, bonjour. Bonjour. Et en face à vous, Alain Marleix, député UMP. Vous êtes le spécialiste de la carte électorale aussi à l'UMP. Mais j'ai une question très précise également pour le Gard, parce que le candidat de l'UMP s'est retiré pour faire barrage au Front National. Alors c'est Lini qui l'a emporté? C'est le Front républicain? Oui, je viens d'apprendre ça. Hein. Je n'ai pas vu le détail, je suis désolé, mais j'arrive dans les embouteillages. Donc, je viens d'apprendre les résultats. Oui, ça ne m'étonne pas. m'étonne pas de cette... David Assouline, vous dites que vous n'êtes pas étonné la formulation est pas judicieuse, on va dire. C'est pas pour faire barrage au Front National, c'est pour ne pas être élu avec les voix du Front National, ce qui est un peu différent. Ah, effectivement, c'est complètement différent. Oui. Donc, non, mais parce que vous posez la question comme ça. Donc, c'est bien. Je pense que ce que j'ai vu... ça, c'est votre avis, le fait qu'il ne soit pas élu avec les voix du Front National. C'est peut-être aussi, lui, ce qu'il a expliqué, c'est pour faire barrage. Je reprends textuellement une phrase... Il ne pouvait pas y avoir d'élection du Front National. Ils ont 4 voix. Ils ont 4 voix. Pas été élu, donc. S'il se maintenait... Il pouvait y avoir une manœuvre dans l'urne où le Front National votait pour lui, il était élu, mais avec les voix du Front National. On a parlé de combinaison tout à l'heure. Il n'a pas voulu qu'on le soupçonne de ça. Globalement, ce que ça m'évoque plus globalement, pour l'instant, dans ce que je vois, c'est qu'il y a une certaine clarté. C'est-à-dire que le troisième tour n'apparaît pas ici et là comme le tour des coups fourrés et des choses illisibles dans le dos des électeurs. Donc, on le voit, effectivement, il y avait 22 sièges. C'est plutôt bien et sain pour la politique. Donc c'est rare qu'on puisse... Roland Quérol. Ouais. Roland Quérol, quelle analyse faites-vous? Moi, je crois que dans le Gard, comme d'ailleurs dans le Vaucluse, il y avait en fait une entente entre les deux constellations, disons, républicaines, l'UMP et LPS, pour ne pas faire la moindre alliance, même cachée, avec le Front National, et pour respecter en effet le verdict des urnes. Je crois que dans le Gard, comme dans le Front National, l'UMP comme le PS savent parfaitement que leur principal adversaire, c'est le Front National, et qu'il ne serait pas question d'accepter leur voix. Donc il y a eu des astuces pour ne pas se présenter à certains tours, attendre le suivant, etc., et qu'on vote au scrutin relatif, pour être sûr que le verdict des urnes serait respecté. Et là-dessus, il y a eu une bonne entente tactique entre la gauche et la droite, en effet, contre le Front National. C'est la différence avec ce qui s'était passé il y a quelques années pour les régionales, en 92, puis en 98, où certains présidents avaient été élus avec des voix qu'ils n'avaient pas sollicitées, mais qui étaient arrivées dans l'urne. Vous parliez du Gard. L'histoire a montré qu'elles avaient été sollicitées en secret quand même. M. Balladur qui s'était retiré de la région Île-de-France. Vous parlez du Gard. Regardez, écoutez, voilà ce qui s'est passé un petit peu plus tôt dans la matinée. Burgoa Laurent. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais lire les résultats. Ont obtenu M. Bouad 22 voix, M. Maisonnet 5 et il y a 19 bulletins blancs. Je proclame donc M. Denis Bouad élu. Je le félicite et l'invite à venir prendre place à cette tribune. Bon, chers collègues, merci de cette confiance. Nous allons continuer cette séance. Vous me pardonnerez un petit peu d'émotion. Chers collègues, conseillers départementaux,
Monsieur le Président de la région, cher Damien, Monsieur Jean Denat, à qui je succède aujourd'hui, cher Jean, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers collègues élus, conseillers régionaux, maires, conseillers municipaux, je pense aussi à mes amis conseillers municipaux de la mairie de Blauzac, les responsables associatifs, les responsables syndicaux, les partenaires du Conseil général du Gard présents dans la salle. Je voudrais remercier particulièrement Laurent Burgoa, le groupe UMP, le groupe UDI, de ne pas avoir présenté de candidat à cette troisième tour d'élection, montrant ainsi qu'ils étaient prêts à travailler à mes côtés, en bonne intelligence. Voilà, on vient de l'entendre Alain Marleix, l'UMP a retiré son candidat pour le troisième tour. Quelle est votre analyse de cette situation? Écoutez, je pense que c'est un non-événement. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé d'extraordinaire dans les départements. Vous savez, dans ces troisièmes tours d'élections comme ça, au scrutin majoritaire à 2 tours, le troisième tour est important et il y a très souvent des coups. Des coups bas ou autre chose, ou des combinations. Ça veut dire que ce sont les stratégies locales qui reprennent le dessus. On a beaucoup dit finalement que cette campagne des élections départementales, c'était fait au niveau national. Là, pour le troisième tour, on revient à des enjeux plus locaux. Non, nous, la tradition, c'est que ce sont les majorités des conseils généraux. Non, ce sont les majorités des conseils généraux qui décident du président, bien sûr, dans une ligne politique qui est celle définie tous ensemble, d'ailleurs, par le national et le local. Roland Quérol, cette campagne n'a pas été du tout nationale, c'est ça? Elle a été entièrement nationale. Mais je pense pas qu'Alain Marleix... Lui, il ne pense pas pour le troisième tour. Moi, je pense que pour le troisième tour, il y a aussi une logique qui est assez nationale, qui se développe dans les différents départements, et qu'on assiste à la fin du nini du côté de l'UMP, que devant la montée et le risque du Front National, il y a maintenant une préférence pour ce qu'on appelait jadis le désistement républicain, et que c'est ce qui est en train de s'installer dans les territoires. Un mot de commentaire, David Assouline, avant d'aller sur les résultats. Non, je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui est dit là, parce que les signes, c'est les signes qu'on envoie à la société. La question du nini, c'est pas une question de combinaison, c'est quand même quelque chose d'important au moment où la République est quand même un petit peu turbulée, on va dire. Les appels aux électeurs avec le nini ont fait des dégâts et continueront à faire des dégâts, et je ne pense pas que l'UMP est prête à abandonner cette façon de communiquer et de donner ses positions au moment des élections. Ce qui est grave, de renvoyer le PS et le FN de Hadot. Mais dans ces élections, il y a 2 choses. Un, il ne s'agit plus des électeurs, et il s'agit de qui va présider. Or... la personnalité. La personnalité. J'ai vu ça aussi dans les Alpes-Maritimes, dès le vote du 2e tour. Pour l'UMP, une fois qu'on a dit nini, il faut savoir qui est l'ennemi principal qui peut mettre en danger l'appareil dans son département. Là où le FN est très très fort et la menace principale pour l'UMP, on sent que l'électorat et que même les cadres de l'UMP, eh bien, considèrent qu'il ne faut pas trop renvoyer dos à dos le PS et l'UMP et le FN. Donc on l'a vu dans les élections, dans les Alpes-Maritimes, on voit des bons reports en cas de duel PS-Front National vers le PS, ce qui n'est pas du tout le cas dans le reste du territoire, mais parce qu'ils ont dû considérer que le Front National est une vraie menace maintenant directe pour l'UMP et que le PS est marginalisé dans les Alpes-Maritimes, ce qui est le cas. Et là, dans le Gard, ça ressemble à ça. Ils savent, vu les scores du Front National, qu'à trop jouer, eh ben peut-être que c'est le Front National qui va prendre la place de l'UMP. Je ne suis pas d'accord avec mon voisin, parce que imaginez que mon voisin de gauche, géographiquement, si dans le Gard, il s'était passé l'inverse, c'est-à-dire si le candidat s'était maintenu et qu'il avait été élu avec les voix du Front National, ça aurait été un événement dont on aurait beaucoup parlé. Donc l'événement, le fait inverse, est forcément aussi une manière d'événement. Alors on va tout de suite ça se touche, hein, le Vaucluse et le Gard, quand même. Signal, On va tout de suite voir d'autres résultats, puisqu'il y a eu des élections de ce 3e tour, des résultats connus dès ce matin, et notamment à Marseille avec Sandra Cerquera. Dans les Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, qui n'avait aucune chance de l'emporter, a décidé de jeter l'éponge.
Sans surprise, c'est la droite, arrivée majoritaire, qui prend pour la première fois la présidence du département. Avec 32 des 58 suffrages, l'UMP Martine Vassal est élue dès le premier tour. Elle fait le plein de ses élus, de la droite et du centre. Dans le Vaucluse, jusqu'au bout du scrutin, le FN a présenté un candidat avec le soutien des élus extrême droite de la Ligue du Sud. Mais l'élection, très serrée, s'est jouée entre la droite et la gauche qui, au deuxième tour, sont à égalité parfaite, 12 voix contre 12. Toujours pas de vainqueur au troisième tour, où l'UMP l'emporte face au PS grâce à la règle du bénéfice de l'âge. Maurice Chabert, 71 ans, est le nouveau président du conseil départemental du Vaucluse. En Corrèze, le chiracien Pascal Coste, seul candidat en lice après la nette victoire de l'UMP, a été élu ce matin dès le premier tour avec 26 voix sur 38 suffrages. Pascal Coste succède au socialiste Gérard Bonnet, une prouesse dans le fief de François Hollande. Enfin en Lozère, c'est bien la socialiste Sophie Pantel qui est élue dès le premier tour, seul département à basculer à gauche. Alors, on va commenter un petit peu ces résultats, mais il y a aussi un résultat qui est important, qui est tombé un peu dans la matinée, c'est celui du Tarn-et-Garonne, Jean-Michel Baillet, qui finalement a jeté l'éponge au dernier moment. Est-ce que c'est la fin de cette aventure pour Jean-Michel Baillet? Il n'est plus sénateur, il ne sera plus président du conseil départemental. C'est une page qui se tourne, David Assouline? Je ne vais pas parler de l'avenir personnel de Jean-Michel Baillet. Non, mais vous parliez de personnalité tout à l'heure. C'est une personnalité forte des départements. Je pense que dans le département, il est à la tête de quelque chose qui a encore un peu d'influence. Mais je crois. Hein. Mais non, là, ce que je veux constater, c'est que ce qui déjà est apparu avec les élections sénatoriales, une division assez dure dans sa propre famille, si on regarde historiquement. Hein. Pas vraiment soutenu par la gauche non plus. En tous les cas, les disciplines ont eu lieu. Là, lui ne s'est pas présenté, mais quand on regarde le résultat dans l'urne, c'est bien les deux qui étaient des dissidents de sa propre histoire politique qui ont fait cela. Et là, on peut dire que c'est peut-être le seul cas où je vois quelque chose qui ne correspond pas complètement à la volonté des urnes, puisque ces deux se sont présentés comme de gauche, indépendants mais de gauche, et c'est eux qui donnent une majorité à la droite. Donc, alors, Alain Marlex, sur effectivement cette situation particulière en Tarn-et-garonne. Bon, et la Lozère, c'est vrai que c'est un peu curieux entre la volonté des électeurs. On va y venir dans un instant, mais d'abord le Tarn-et-Garonne. Le Tarn-et-Garonne, pour moi, c'est un non-événement. Enfin, je veux dire. Aussi, non-événement. C'est un conflit qui dure depuis. C'est un conflit qui dure depuis des années entre les radicaux de gauche, entre les deux sénateurs, M. Gollin et M. Baillet, qui sont des gens tout à fait sympathiques et respectables. Sauf que c'est vrai qu'ils se sont affrontés et on voit les dégâts. Je crois que le rapport des forces est de 18-10 dans ce département. Hein. Donc c'est tout à fait considérable pour un département qui a une forte tradition de gauche. On en a déjà un petit peu parlé ensemble tout à l'heure. Je voulais relever un point, on a dit que c'était un succès que la Corrèze ait changé, mais puisque François Hollande en a été le président. Enfin, de 1970 à 2008, c'est un département qui était dirigé par la droite. Et Hollande a été élu 2 fois qu'avec 1 siège et 2 sièges de majorité. Donc ça a toujours été ric-rac. Roland Quérolan continue de vous faire vivre en direct ce 3e tour des élections départementales avec Cécile Sixou qui se trouve à Lens, dans l'Aisne, et le 2e tour vient de se terminer. Cécile, quels sont vos résultats? Oui, alors comme prévu au premier tour, chacun a voté pour son candidat. Le candidat UDI, Nicolas Fricoteau, a obtenu 18 sièges. Georges Fourré, lui, le candidat de gauche, 16. Et quant au candidat FN, il en a obtenu 8 votes. Idem au second tour, chaque camp a récupéré ses voix. Du coup, ils sont actuellement en train de voter pour un 3e tour. Là, la règle change puisque c'est celui qui obtient la majorité relative qui l'emporte. Et donc, sauf coup de théâtre, le candidat UDI, Nicolas Fricoteau, devrait l'emporter. Donc je vous retrouve à l'issue de ce vote du 3e tour. Tout à l'heure, Cécile, évidemment, on va se retrouver. C'est vrai que tout à l'heure, David Assouline disait vous êtes plutôt tranquille aujourd'hui, Alain Marlex. Finalement, la campagne UDI-UMP, ça a fonctionné. C'est le bilan que vous tirez de cette élection départementale. Je crois que ça a bien marché. Il y a eu l'union partout. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'exception. On gagne quand même 28 départements, ce qui est un très beau résultat. Sous la Ve République, il n'y avait pas eu un tel balancement depuis très longtemps. Voilà, donc, juste parce que vous êtes beaucoup plus sérieux en la matière que Nicolas Sarkozy. Quand vous dites jamais, parce que jamais on a changé tous les départements le même jour. Mais sur 2 séquences,
de 3 ans, puisque c'était ça la règle il faut avant. rappeler effectivement que Bien c'était la entendu première que fois ça a qu'on déjà eu votait. lieu. Donc il ne faut pas additionner des carottes et des navets. Bon, ça va pas. De répéter ça à l'envi. La droite et le centre. Nicolas Sarkozy sait très bien que c'est un mensonge, mais lui, à l'habitude, vous êtes sérieux, de répéter pas ça. La gauche a déjà eu moins de conseils généraux. La gauche a déjà eu moins de conseils généraux que ce qui, à l'époque, les départementaux qu'aujourd'hui. Vous vous contentez de peu, je suis désolé. J'ai pas dit que je me contentais, je dis simplement, c'est contrairement à ce qu'on a dit, et compte tenu du phénomène qui a été rappelé qu'on votait pour la première fois sur l'ensemble et non pas sur la moitié, qu'en plus on avait redécoupé tous les cantons, ce qui fait qu'il n'y avait même pas de prime au sortant, ça limite, ça n'explique pas et ça ne réduit pas, mais ça limite quand même l'exploit. Une nuance simplement, vous avez parlé de la Corrèze, qui est un département sympathique, qui nous est cher à tous, mais qui est un petit département au niveau population, ce qui est quand même assez historique dans l'histoire des élections locales, cantonales ou aujourd'hui départementales, c'est que 2 énormes départements comme le Nord et les Bouches-du-Rhône est basculé. Pas pour le Nord, pas pour le Nord. Le Nord, ça a déjà été le cas. Roland Quirol, puisqu'on parle de la gauche, la balle a été renvoyée vers la gauche. On va la saisir au bon. Oui, sur ces bastions historiques, effectivement. La gauche a beaucoup perdu dans le maillage territorial, beaucoup perdu au niveau local. Vous les voyez comment pour les prochaines échéances, que ce soit les élections régionales, évidemment, et futures, 2017, les législatives, etc. Écoutez, chacun peut regarder midi à sa porte. C'est une défaite extrêmement sérieuse, parce qu'il a fallu quand même 15 ans de cantonal pour que la gauche arrive au point où elle en était, et d'un seul coup, même si on peut dire que ça vaut 2 coups, elle est quand même ramenée à un basculement total en faveur de la droite. Donc c'est clair que la défaite est extrêmement sérieuse, c'est une sanction grave qui est donnée au gouvernement. Dans l'autre sens, ce qu'on peut dire, c'est que si on prend les rapports de force, on ne peut les prendre qu'au premier tour en voix, on s'aperçoit que les 3 constellations, UMP, UDI, droite modérée, 36,2, gauche, divers gauche, radicaux de gauche, 28,7. Front National, 25,2. On ressort de cette élection alors qu'il y avait partout chez les commentateurs et même chez les socialistes souvent cette idée qu'il y aurait de toute façon Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle et qu'il fallait qualifier le 2e. Ça n'est plus sûr. On ne sait pas dans quel ordre arriveront les 3 premiers candidats de la présidentielle. C'est que quand on dit 28-2, on agrège des candidats qui n'étaient pas 28-7, pardon, qui n'étaient pas ensemble et que rien ne démontre qu'on aura un seul candidat. Je ne compte pas du tout les 8,2 d'autres gauches. Donc voilà, ça dépend en effet des stratégies de candidature des uns et des autres. S'il y a plusieurs candidats de droite, plusieurs candidats de gauche, tout peut changer. Mais je crois que psychologiquement, il n'y a plus de cette espèce de certitude qui semblait régner sur les esprits que Marine Le Pen serait au 2e tour de la présidentielle. Là, je reviens un petit peu sur la gauche, parce qu'on a passé sur un autre sujet, et sur le Parti socialiste, parce que là, vous avez un problème au niveau local. Il y a un problème de finances également pour votre parti. Jean-Christophe Cambadélis s'excluait qu'il puisse y avoir un plan social au niveau national sur le Parti socialiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez avoir des vrais problèmes au niveau local? Il y a des problèmes au niveau local, c'est une évidence, puisqu'il y a déjà, après les municipales, il y a des villes, des petits coins, parce qu'on a parlé des grandes villes, mais les sections, des fois, c'est ce qui... oui, vous n'êtes plus du tout présent. C'est 10 militants dans une toute petite ville, en zone rurale, et le fait de perdre aussi ces villes de moindre importance a fait que c'est plus difficile. Mais vous voyez, on nous avait dit ça va être terrible après les municipales. On a la particularité, je pense plus qu'à l'UMP, d'être un parti quand même de militants. On est un parti d'élus, mais il y a des militants qui sont là, pas forcément parce qu'ils sont élus ou qu'ils aspirent à l'être. C'est la tradition de la gauche, et il en reste. Maintenant, ça va être dur. Il y a une reconstruction dans beaucoup. Il faudra les écouter, ces militants. Oui, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a un congrès aussi, c'est pour écouter les militants. Mais il y a une reconstruction dans beaucoup de territoires, c'est évident. Mais les spéculations que j'ai entendues sur les questions financières au niveau national et tout ne sont pas du tout à l'ordre du jour. Ça, c'est pas vrai. Il faudra certainement être plus rigoureux dans la gestion, comme dans le reste du pays d'ailleurs, mais il n'y a pas de catastrophe. Les finances nationales ne dépendent pas des départementales. Alors, avant de passer sur un autre sujet, peut-être quelques images en direct. Elles se passent dans le conseil départemental du Nord. On est en pleine
élection de la commission permanente. Vous savez que le président du conseil départemental a été élu. Oui, c'est le sénateur Jean-René Le Serre, on le voit à l'image effectivement. Qui préside. Voilà. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite une des conséquences de cette vague bleue. Ce sont les arrivées, les départs dans les conseils départementaux. Alors les uns ont dû faire leur carton, tandis que d'autres faisaient leur premier pas. C'est le cas effectivement à Lille, dans le Nord. Vous voyez ce reportage tourné ce matin par Paul Bouffard et Louis Sibylle. Premier pas en tant que conseiller départemental pour Doriane et Maxime. Voilà, je vous remets votre badge avec votre nom. Vous avez le programme de la journée d'eau et à l'intérieur vous avez le plan des différentes salles. Merci. Fraîchement élu, le binôme prend ses marques. Direction la séance photo. Là, on vient d'arriver, donc c'est nos premiers pas au département. On doit prendre des photos en tant que binôme, je suppose pour les trombinoscopes. Et ensuite, on va tous se retrouver, les autres élus, pour une réunion de groupe. C'est un moment crucial aujourd'hui. C'est un moment très important. Enfin, on est plutôt fiers et on est très heureux que les Tourquenois nous ont fait confiance. Parité désormais obligatoire, le nombre d'élus femmes a plus que doublé au conseil. Une bonne surprise pour les agents. Et moi qui suis là depuis 20 ans, c'est vrai qu'on est content d'avoir maintenant autant de femmes que d'hommes. Voilà, c'est sympathique. Au revoir. Au revoir. En tout cas, bienvenue chez nous. Un peu plus loin, dans une autre salle, inscription dans les registres. Et la fébrilité se fait sentir chez les élus, de quoi faire quelques ratures. Je me suis précipitée et j'ai lu l'arrondissement et je l'ai mis sur la ligne canton. Donc je suis partie du canton de Marly et de l'arrondissement de Valenciennes. Au détour d'un couloir, les deux ténors de l'hémicycle se croisent. Jean-René Le Serre, le président, Patrick Caner, l'ancien. Séquence souvenir. Pour les collègues, c'est un moment qui entre pour la première fois. C'est un moment dont ils se souviendront. Moi, je me souviens de mon entrée dans l'hémicycle il y a quelques années, en 1988, de ma première intervention. J'étais dans les petits souliers, quoi. Voilà. Et moi, je me souviens maintenant beaucoup plus de mes interventions, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. N'étant pas parlementaire, j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire les deux d'un coup. Voilà. Dernière étape pour Doriane et son binôme, le repérage de l'hémicycle. C'est comme une émotion particulière. Je dis qu'on va siéger là pendant 6 ans. En tant que Benjamine, elle occupera le premier rang de ce nouveau conseil. Voilà, encore une image en direct que nous proposons sur Public Sénat, celle du conseil départemental de l'Essonne. Le président, là aussi, a été élu, c'est François Durovray. Il préside actuellement sa première séance, là aussi en commission permanente. Voilà, c'est une image que nous proposons en direct et en exclusif sur Public Sénat. Oui, et puis on va revenir avec nos invités sur aussi la parité. David Assouline, vous vouliez en dire un mot. On le voit, la parité qui a ses limites, puisque au final, peut-être ce soir, très peu de femmes seront présidentes de conseil départemental. Oui, on peut le souligner, Libération faisait sa une là-dessus, et c'est à déplorer. Et en même temps, à ce moment, vu le visage qu'avaient les assemblées il y a encore quelques semaines, assemblées d'hommes, pas seulement les exécutifs composés d'hommes, c'est quand même très réconfortant et une avancée, et ça marquera l'histoire, comme la parité dans d'autres, comme dans les conseils municipaux, etc. Ça a fait venir des milliers de femmes dans les conseils municipaux. Je veux rester quand même là-dessus. La prochaine étape sera les exécutifs. Donc moi, je me satisfais pas, loin de là, mais je veux souligner que parce que les socialistes l'ont voulu aussi, justement, eh bien il y a Alain cette parité Marlex, partout. À l'UMP, on sait que pendant longtemps, le parti a préféré payer des pénalités plutôt que respecter les lois sur la parité. Alors, c'est fini. Il faut aussi gagner les élections. Quand vous avez beaucoup de sortants, c'est plus difficile d'appliquer la parité que quand vous êtes dans l'opposition, vous avez peu de sortants par définition. Parce que bon. Donc vous allez le faire la prochaine. Non, mais là est-ce que vous allez le faire pour les prochaines élections, ne serait-ce que les élections régionales? Non, mais je crois que les pénalités sont beaucoup plus fortes. Ils le font pas. Non, mais la loi, parce que je crois que les gens ont tout confondu. La loi, elle s'applique à partir du premier vice-président dans les exécutifs. Pas au niveau des présidents. C'est écrit nulle part, ça. Bon, il faut faire un effort pour qu'il y ait davantage de femmes présidentes. Bien entendu, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais là, présentement, la loi, elle s'applique premier vice-président. À partir du premier vice-président, la parité. On avait vu le même phénomène l'année dernière pour les intercommunalités qui sont désignés par les conseils municipaux. Dans les conseils municipaux, il y a l'égalité également, mais les intercommunalités, c'est massivement des hommes.
Donc il y a encore un pas, même si c'est un progrès, ça je crois qu'on ne peut pas le contester, il y a encore un pas et il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui. Ce scrutin marque quand même aussi un renouvellement de la vie politique des élus. On le voit, le plus jeune dans l'heure, c'est un président de 28 ans qui a été élu ce matin, UMP. Un double formidable renouvellement. Il y avait 18% de femmes dans l'ensemble des conseils généraux sortants. On est donc à 50% aujourd'hui. Et femmes ou hommes, il y a 65% des nouveaux élus de cette élection qui sont totalement vierges dans les conseils généraux, si j'ose dire. Ça veut dire que c'est un appel d'air formidable pour des élus nouveaux. Mais c'est vrai qu'il reste le plafond de verre de la présidence. Alors saluons Madame Vassal dans les Bouches-du-Rhône, par exemple. Mais on sent qu'il va falloir un moment. Les hommes ne laissent pas les fauteuils présidentiels si facilement que ça. Et puisque vous parliez des Bouches-du-Rhône, on va parler aussi un petit peu de la gauche au sens large. Je voulais parler de M. Guérini, qui lui aussi, finalement, a abandonné son poste. Il a été battu. Abandonné, oui. Il a été battu. Non, mais il a été battu, il lâche son poste, évidemment. C'est là aussi une page qui se tourne pour la gauche. Il y a beaucoup de choses, là, dans ce scrutin qui appellent à des changements. Déjà, le fait que 3 partis s'installent, on verra si c'est durable, oblige, pour en revenir à la question de tout à l'heure, la gauche à s'unir au maximum avant un premier tour présidentiel et dans les élections en général, parce qu'il faut avoir un pôle au-delà de 25%. On a vraiment du mal à croire. Eh bien, alors justement, il doit c'est pas seulement recoller des morceaux, c'est forcément dans un mouvement, le Parti socialiste peut initier en son propre sein, de refondation d'une gauche moderne. De donner les 2-3 axes qui identifient une gauche qui veut gouverner et changer les choses. Vous faites ça avec qui? Eh bien, ça se fait avec des Verts, avec des gens qui peuvent être plus à gauche, avec le mouvement social, mais il faut un mouvement de ce type. C'est pas un mouvement où les appareils se recollent, alors qu'on sait que de façon figée aujourd'hui, il y a des différences et surtout, il y a un manque de fraîcheur. La gauche ne va redevenir la gauche que si elle crée de l'élan, de l'appétit, et en particulier de la jeunesse, ou sinon elle n'arrive pas à susciter de l'envie dans le pays. Donc moi, je sais pourquoi je suis venu à gauche quand j'étais très jeune. Eh bien, j'aimerais que mes enfants aient la même vision de ce que c'est que la gauche pour pouvoir s'investir. Sans cela, il nous manque la sève, il nous manque ce qui fait la gauche. Et donc, c'est ce mouvement qu'il va falloir initier avec notre congrès et avec la façon de rassembler la gauche, et pas seulement regarder comment on enjambe chaque élection avec des rafistolages. Cet effritement, il se constate également sur le territoire, hein, Éric Joly. On va avoir quand même un rendez-vous très important à la fin de l'année avec les régionales, qui va faire apparaître, voir si ce que disait Roland Quérol... Une nouvelle carte des régions. Une nouvelle carte des régions, mais aussi des équilibres politiques. En plus, c'est à la proportionnelle. Et avec une différence, c'est que là, Paris et Lyon votent, ce qui n'était pas le cas dans les cantonales. Donc on aura une vision plus exacte de l'état de... Forcément, la gauche sera un peu plus haut. Oui, Paris et Lyon, effectivement, voilà. Roland Quérol. Combien, Roland? Le fait que 2 300 000 personnes n'étaient pas appelées à voter, ça donnait un avantage, d'après les élections précédentes, de 0,8% au Front National et un moins de 0,5 à la gauche et 0,3 à la droite. Il y avait aussi la Martinique et la Guyane. Et Alain Marlex, on les compte. Comment vont faire l'UMP justement pour intégrer justement Lyon et Paris dans ces prochaines régionales? Oui, bien entendu. Non, mais c'est la prochaine épreuve avant 2017. C'est apparemment la dernière. Bon, on ne sait jamais, il peut y avoir des dissolutions de l'Assemblée nationale, mais c'est la dernière épreuve avant 2017. Ce sont des élections qui sont toujours un peu compliquées. Elles se déroulent à la proportionnelle. Là, il y a un nouveau découpage territorial qui ne fait pas... Oui, bien sûr. Mais c'est un mode de scrutin qui est assez compliqué. On peut être majoritaire en voix et minoritaire en siège. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs dans mon département. Oui, parce que c'est l'ensemble de la région qui donne la pré-majorité. Mais c'est vrai que c'est un... Puis le découpage n'est pas l'approbation partout. Je voudrais qu'on parle du Front National aussi dans ce troisième tour, peut-être avec vous, Roland Quérol, sur le Front National dans ce troisième tour, qui a raté aussi ce troisième tour. En général, quand vous ratez le deuxième, vous êtes sûr de rater le troisième. Et c'est ce qui est arrivé au Front National. Le scrutin majoritaire à 2 tours est quand même ce qui est plus dangereux pour le Front National. Il n'a pas vraiment joué son rôle d'arbitre non plus dans les départements qui est resté indécis. Absolument. Il a la fameuse charte qu'il voulait faire signer à tout le monde. Il n'a qu'une 60aine de conseillers départementaux, c'est-à-dire une 30aine de cantons. C'est dire qu'il pèse sur 4000. Vraiment sur 4 000. Oui, en tout cas 4 000. Mais voilà, ça veut dire qu'il a en effet
bien réussi son premier tour, mais raté, comme souvent, là encore un plafond de verre, le scrutin majoritaire, il a raté le deuxième, donc il ne pouvait pas trop espérer pour le troisième. Le plafond de verre, vous le croyez sincèrement aussi, Anna Marlex? On l'a annoncé faiseur de roi dans ce troisième tour, c'est pas le cas finalement, le Front National. Non. Moi, je pense que par rapport aux européennes aussi, les choses se sont stabilisées. Quand on additionne... Il ne faut pas oublier que le Front National a été présent partout, y compris par des candidats qui avaient plus de 90 ans, ce qui est très respectable, mais ce qui électoralement n'est pas forcément une prime. Et que, voilà, donc, je crois qu'il a été un peu sur le plateau pour s'expliquer. Les existants ont fait le même score que les autres. Oui, c'est ça. Il prouve bien que c'est une étiquette. Voilà. C'est une élection nationale. Alain Marlex, Eric Joly, David Assouline, merci beaucoup. On va avancer un petit peu sur le débat, également sur autre chose, parce que c'est l'heure aussi du bilan pour le président de l'ADF, le président des départements de France, Claudie Le Breton, que Pierre-Henri Jargon a rencontré. Petit extrait. La France des départements s'est colorée en bleu dimanche dernier. Est-ce que vous trouvez ce résultat logique ou illogique, compte tenu, j'allais dire, des bons résultats globaux des départements? Je n'ai pas été surpris. Parce que lors de cet automne, j'avais dit il y a un scénario qui pouvait se mettre en œuvre, c'était ce que j'appelais le scénario tsunami, où on aurait gardé 10 départements à gauche. Aujourd'hui, après avoir dit une vingtaine, on se retrouve avec 34. C'est pas une victoire. Mais c'est ce que j'avais appelé après le scénario résistance. Parce que j'avais observé à la fin de l'année, en décembre déjà, un retour à l'endroit du président de la République. Je veux dire, une appréciation qui était plutôt positive, y compris sur le gouvernement. Et ça s'est traduit dans les urnes, puisque 34 départements sont restés à gauche et 6 départements où ça s'est joué à un canton d'écart et à quelques voix. Je prends le cas de l'Allier, un canton, quelques voix. Donc ça veut dire que finalement, il y a eu dans ces élections un résultat qui, pour la gauche et pour le Parti socialiste, était assez inespéré. Est-ce à dire que la nationalisation du scrutin voulu par le Premier ministre Manuel Valls était la bonne méthode? Ça a compté dans le sens où on savait que, d'abord, le premier défi, c'était l'abstention. Elle a été en plus forte croissance, ça demeure pour autant un problème essentiel. Quand un électeur sur 2 ne va pas voter, ça veut dire que quelque part, il y a un problème démocratique dans notre pays sur ces élections dites entre guillemets intermédiaires que sont les régionales ou les départementales. Et puis, ça a été aussi par rapport à l'expression du populiste incarné par le Front National où il fallait réagir avec fermeté. Et je pense qu'il a eu raison de le faire. Et puis, on a bien vu quand même que, quelque part, c'est plutôt les enjeux nationaux, y compris en matière de stratégie d'alliance, qui ont pesé dans des départements comme le mien. J'avais une majorité gauche, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, qui avait donné satisfaction, une bonne politique de justice sociale, de cohésion dans mon département. Et pour autant, ils n'ont pas voulu faire une alliance. Est-ce que vous trouvez légitime aujourd'hui l'entrée d'un nombre conséquent de conseillers généraux, de conseillers départementaux Front National dans les assemblées des territoires? Conséquent, c'est 60 conseillers départementaux sur les 4000. Bien sûr, mais c'est plus que un. Voilà, bien entendu, mais il faut quand même. Non, je dis ça parce qu'il faut quand même relativiser. Et en plus, c'est quand même circonscrit à quoi? Une dizaine de départements en France sur les 101. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre conscience de la réalité de ce vote. Et au contraire, il faut l'analyser. Et moi, je pense que c'est en combattant intellectuellement, politiquement, les idées et les propositions que ce parti fait que l'on peut faire reculer les thèses de ce parti et non pas en essayant de stigmatiser les personnes. Je pense que ça doit être une confrontation idéologique. Et on poursuit cette édition spéciale en direct sur Public Sénat, élection du 3e tour avec l'élection des présidents de conseils départementaux. J'accueille nos nouveaux invités sur ce plateau. Roger Carucci, bonjour, sénateur UMPD Hauts-de-Seine, merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Luc Carvounas, bonjour, sénateur socialiste du Val-de-Marne, merci d'être avec nous. Nicolas B nous a également rejoint, bonjour. Vous êtes secrétaire général du Front National, merci d'être avec nous. Et Roland Quérol, notre politologue, pour commenter et analyser tous ces résultats. Nicolas Bay, on parlait juste avant d'écouter de Claudie Le Breton du Front National. On disait que finalement vous n'avez pas réussi, Roland Quérol le disait, votre 2e tour, donc forcément votre 3e tour également. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Disons que nous n'avons pas réussi à conquérir un département. Nous savions que ce serait extrêmement difficile. Ce n'était pas un pronostic de notre part. C'est certains commentateurs qui envisageaient cette hypothèse.
le Front National a considérablement progressé, s'est installé comme une force politique locale importante à l'occasion de ces départementales par le nombre de ses candidats, aussi par le fait qu'il a gagné dans 31 cantons au scrutin majoritaire, ce qui est une donnée tout à fait nouvelle. Pour le reste, nous savions que le troisième tour allait simplement départager dans quelques cas particuliers. Je vous interromps, Nicolas B, effectivement, puisqu'on va aller dans l'Aisne. C'était pourtant un département visé par le Front National. On a le résultat de bien cette élection du président du conseil départemental avec vous, Cécile Sixou. Oui, Delphine, le vote vient de s'achever. Et pas de surprise, c'est Nicolas Fricoteaux, le candidat de la droite, qui obtient la majorité, largement applaudi du coup par son camp. Il est en train de faire actuellement une conférence de presse dans la salle d'à côté. D'ici quelques minutes, la question qui se pose désormais, c'est celle de la gestion du département. Avec une majorité relative, il faudra trouver un compromis avec la gauche pour continuer à faire fonctionner le département. Merci beaucoup Cécile. Si vous avez des invités, évidemment, n'hésitez pas, Nicolas May. Juste d'un mot, après on va évidemment passer la parole à nos autres invités, mais votre rôle d'arbitre, vous n'avez pas réussi. Si, parce là, que, dans l'Aisne, par exemple, vous n'avez pas réussi. De façon très concrète, pendant les 6 prochaines années, je pense que nos élus dans l'Aisne, dans le Vaucluse, dans le Gard et dans quelques autres départements auront un rôle à jouer important et pourront se retrouver d'ailleurs très régulièrement en position arbitrale, puisque précisément il n'y a pas de majorité absolue en siège, il n'y a que des majorités relatives qui par définition sont fragiles et ont besoin d'agglomérer à elles des suffrages d'autres élus pour dégager une majorité sur un dossier. Alors priorité au direct, puisqu'on nous dit que Jérôme Rabier, notre envoyé spécial dans l'Essonne, est aux côtés de Jérôme Guedj. C'est à vous, Jérôme. Oui, Jérôme Guedj, président socialiste sortant du conseil départemental. Et monsieur Guedj, bonjour, vous avez tenu à prendre la parole pour donner votre vision de cette élection à rebondissement dans l'Essonne. Oui, c'est vrai qu'on a vécu, en tous les cas, ces 4 derniers jours, un mauvais spectacle qui aurait pu entacher, qui a entaché d'une certaine manière l'institution départementale. Normalement, quand la droite gagne, voilà, elle se rassemble et elle désigne son candidat. Et on a eu ces soubresauts, ce mauvais Dallas essonien. L'issue maintenant est là et moi je peux que me réjouir parce que je suis attaché à l'institution départementale, à ce conseil départemental de l'Essonne, qui est une forme de sursaut et que ceux qui avaient la responsabilité de préserver l'image de l'institution ont fait un choix qui était d'abord interne à la droite départementale et qui d'une certaine manière est venu accréditer l'alerte citoyenne que nous avions portée pendant la campagne. Je n'ai fait la campagne que l'attention de l'ensemble des électeurs sur le fait qu'il y aurait eu quelque chose d'hallucinant à voir le conseil départemental présidé par un élu renvoyé en cour d'assises pour un motif sérieux. Voilà. Pour vous, mieux vaut monsieur Durovray que... Je préfère que la départementale ait fait ce... Voilà, elle est en dont acte et d'une certaine manière, elle a gommé l'ambiguïté qui était les siennes dans toute la période précédente, puisqu'elle a laissé Georges Tron afficher sa volonté d'être président du département. Donc ils se sont rangés d'une certaine manière aux arguments que nous avions développés en disant que ce n'était pas souhaitable, que ce n'était pas sain, que ce n'était pas adapté à ce département. Donc voilà, maintenant on va pouvoir être sur les sujets de fond, entre la droite départementale, ce qu'elle va faire ou ne pas faire dans le département, et puis l'opposition que je vais animer avec d'autres pour être vigilant et attentif à ce que, l'exemplarité de l'Essonne subsiste, et puis que ne soit pas passé par-dessus bord toutes les réalisations que nous avions portées. Donc le débat va avoir lieu, je préfère dans ce cadre. Alors après, il y a un peu de grand guignol en permanence avec monsieur Tron, c'est son choix. Mais c'est le problème de la majorité départementale. Voilà. Merci Jérôme Guedj, président socialiste sortant du conseil départemental, désormais président du groupe d'opposition ici au conseil départemental de l'Essonne. Merci beaucoup. Luc Carvounas, dès dimanche soir, Jérôme Guedj a été l'un des grandes voix à se faire entendre également sur le côté sursaut, dans le côté alerte. Il nous l'a répété à l'instant à l'antenne au micro de Jérôme Rabier. Changement de politique, il le réclame. C'est aussi pour cela que vous avez perdu dimanche soir. La réponse, on l'a apportée par la voix du Premier ministre à cette question du changement de politique. On ne va pas y revenir. Dimanche soir dernier, il faut constater que le premier parti, le vainqueur, c'est le rassemblement de l'UMP et de l'UDI. Voilà. Et que la division de la gauche nous a fait perdre un peu plus de la moitié des départements que nous dirigeons. Et lui, il dit pas seulement division de la gauche, il dit aussi la politique menée par le gouvernement. Oui, il a le droit de le dire. Quand on a perdu, on peut être amer.
En tous les cas, moi je ne veux pas commencer à continuer à mettre une pièce dans la machine pour surcoter le Front National. Le Front National, c'est aujourd'hui 62 sièges sur un peu plus de 4000. Pour moi, c'est un épiphénomène. Il n'y a aucun ancrage dans les territoires. Donc il faut maintenant que l'analyse soit une analyse sur les faits. Et le troisième tour aujourd'hui est conforme au premier et au deuxième tour. Et je ne peux que me réjouir qu'il n'y ait pas eu d'alliance plastique qui aurait pu amener de mauvaises surprises. Alors, Roger Carucci, pas d'alliance plastique Ni plastique, ni en métal, ni en rien du tout. On a toujours dit ce qu'on ferait et on a fait ce qu'on avait toujours dit. Donc il n'y a pas ni surprise ni étonnement. C'est vrai que le deuxième tour préparait le troisième. Moi j'ai toujours dit depuis dimanche qu'il y avait zéro problème pour le troisième tour. Zéro. Il y aurait eu problème si les résultats avaient été différents dans certains départements, mais même dans les départements, entre guillemets, à interrogation. C'est pour ça que dans le Gard, par exemple, il y a eu le retrait de la candidature UMP. Mais dans le Gard, la gauche était arrivée devant nous, on a accepté le fait que la gauche était arrivée devant nous. Dans le Vaucluse, on avait le doyen d'âge, il y avait une logique à ce que ce soit naturellement lui. Dans les autres départements, là où on est derrière, c'est assez logique qu'on ne gagne pas. Mais ce que je veux dire, parce que j'entends bien, et j'entends bien d'ailleurs ce que dit le secrétaire général du FN, à savoir, il y a 2-3 départements où il n'y a pas de majorité absolue. Moi, j'ai vécu ça dans la région Île-de-France, de 1998 à 2004, où la gauche avait 2 voix de majorité sur nous, et où le Front National avait 35 sièges. Comme quoi la 86 gauche, si mal, 84 droite. Non, c'était très difficile à gérer, mais ça a été géré. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui rend les collectivités. Alors, messieurs, un instant, on va revenir à ce débat, mais on va tout de suite aller dans le Nord pour retrouver Jean-René Le Serre, votre collègue sénateur. Il est au micro de Paul Bouvard. Il vient d'être élu à la tête de ce département. C'est à vous, Paul. Et oui, Jean-René Le Serre, le tout nouveau président du Nord. Un moment historique que vous attendiez depuis longtemps? Je me suis présenté à de nombreuses reprises, tout en sachant que les combats étaient des combats quasi perdus d'avance. C'est la 6e fois que je me présente à cette élection. Mais je savais que cette fois-ci, ça se déroulerait effectivement différemment. Vous savez, la victoire a été acquise, pour ainsi dire, dès le premier tour. Après, il y a eu une discipline républicaine qui a été observée aussi bien par les électeurs de la droite républicaine que par les électeurs de gauche. Et nous n'avons même pas un seul représentant du Front National dans cet hémicycle. Alors beaucoup de femmes, par contre, on est passé de 14 à 41 femmes élues au féminin. Il fallait faire ce changement et instaurer cette nouvelle règle de parité. Écoutez, je pense effectivement qu'il y a des moments où il faut forcer la parité. Si le général de Gaulle n'avait pas décidé en 1945 de donner le droit de vote aux femmes, à la limite, on pourrait toujours voter entre nous. Si on n'avait pas décidé effectivement de mettre en place des mécanismes de proportionnel avec ce qu'on appelle le Shabada et l'alternance effectivement d'une femme et d'un homme ou d'un homme et d'une femme, on n'aurait pas autant de sénatrices au Palais du Luxembourg. Si on n'avait pas pris des sanctions financières, on n'aurait pas autant de députés, au Palais Bourbon. Donc je crois qu'il était nécessaire effectivement d'avoir cette réforme qui a désormais crée la parité totale. Mais puisqu'elle est créée, est-ce qu'il est nécessaire de la garder? C'est un autre problème, parce que le scrutin binominal majoritaire à 2 tours, c'est très compliqué. Les cantons sont des cantons très vastes. Comment va-t-on se comporter ultérieurement si le binôme s'oriente vers un divorce, ce qui est parfaitement possible? Ça va créer quand même pas mal de problèmes. 3,6 milliards d'euros de budget, un des départements les plus peuplés de France. Le plus peuplé de France. Comment vous allez gérer ce budget? Il faut faire des économies aujourd'hui? Bien sûr, il faut d'abord faire des économies, c'est-à-dire il faut gérer autrement. Je pense que ce n'est pas une crise à laquelle nous sommes confrontés, c'est très largement une métamorphose. C'est-à-dire que la période de l'argent public, allez, mettons entre guillemets facile, ne reviendra pas, en tout cas pas dans des délais rapprochés. C'est peut-être dans des décennies et des décennies, mais beaucoup d'entre nous ne le verront pas, cette période de l'argent public facile revenu. Donc il faut effectivement gérer avec davantage de rigueur. Peut-être la masse salariale, comme vous l'avez cité dans votre discours? Bien sûr, ça veut dire que la masse salariale devra être dans des proportions raisonnables, mais devra être réduite, comme ça a été le cas dans tous les pays qui nous entourent, comme ça a été le cas discrètement dans beaucoup de départements français, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche, comme ça n'a pas été le cas dans le département du Nord. Et puis il faudra gérer les compétences sociales autrement. Gérer autrement, ça ne veut pas dire nécessairement gérer moins bien pour les administrés, parce que le maintien à domicile des personnes âgées coûte moins cher que l'accueil en EHPAD, et c'est ce que préfèrent les personnes âgées, parce que l'accueil familial des enfants de l'aide sociale à l'enfance est, à mon avis, plus efficace que l'accueil collectif et coûte aussi beaucoup moins
cher, parce que la véritable solidarité, c'est peut-être de chercher à donner de l'emploi aux allocataires du RSA, plutôt que de se contenter de leur donner une allocation pour qu'ils puissent survivre. Merci Monsieur Le Serre. Voilà, je vous rappelle, vous avez été élu président du Conseil départemental du Nord avec 51 élus de droite. Derrière vous, une majorité forte et confortable. Merci. Merci beaucoup Paul Bouffard. On va retrouver un petit peu plus tard pour d'autres réactions, bien évidemment. Il y avait un sujet très intéressant, c'est celui des finances, messieurs. Peut-être un mot, Nicolas Bay, sur ces finances. Vous allez jouer quoi? Une minorité de blocage? Vous allez essayer un petit peu de voir à gauche, à droite comment ça va se passer, passer des accords? Comment est-ce que vous allez agir sur le terrain? Écoutez, nos élus, ce sont des élus qui sont en position minoritaire, ce sont des élus d'opposition. Ils feront un travail normal d'opposition pendant 6 ans. L'opposition, c'est ce que nous faisons d'ailleurs déjà dans les conseils régionaux et les conseils municipaux où nous siégeons. C'est un travail constructif. Il s'agit de soutenir des projets qui vont dans le sens de l'intérêt général et de s'opposer, parfois avec fermeté, avec violence. C'est le rôle des élus d'opposition lorsqu'on n'est pas d'accord. C'est quoi et la donc, ligne? Hausse d'impôts, baisse d'impôts? Oui, bien sûr. Concret. Écoutez, je crois que tout a été résumé par la charte départementale que nous avons publiée il y a quelques jours, qui fixe un peu le cadre Qui a fait un flop d'action. un peu cette charte finalement. Non, elle était simplement destinée à servir l'intérêt général. Nous regrettons que personne ne l'ait saisie dans les départements où nous avons des élus et où il n'y avait pas de majorité claire. Nous étions prêts, nous, à travailler au service de nos compatriotes, sans esprit partisan, sans esprit de chapelle. Bon, les élus, notamment ceux de l'UMP, ont fait un autre choix. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'agir au service de nos départements qui sont quand même menacés dans leur existence même. Et s'agissant des finances, eh bien, il faut être clair. Quand le budget sera présenté, si le budget consiste, comme c'est trop souvent le cas avec le PS ou avec l'UMP d'ailleurs, à augmenter les impôts, à ne rien faire contre la fraude sociale, vous voterez contre, vous opposerez. Et bien à ce moment-là, bien sûr que nos élus seront là pour s'y opposer. Roger Caroutier, on a entendu Jean-René Le Serre qui disait un budget mené avec rigueur. Oui. C'est ça la politique de l'UMP dans les territoires? Je précise et je rappelle que dans les déclarations qui ont été faites de manière nationale, il était prévu naturellement pas de hausse d'impôts, réduction des dépenses de fonctionnement, priorité à l'investissement et à l'emploi. Et ce sera la politique dans l'ensemble des départements. Alors, je voudrais souligner juste que naturellement dans les départements n'existe pas ce qu'on appelle le 49.3 régional. Exactement. Ah bon, voilà. Allons-y. Non, mais c'est vrai que dans les régions, quelle est la situation? Là où il n'y aurait pas de majorité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'on a mis en place une prime majoritaire sur la proportionnelle, donc c'est difficile de ne pas avoir de majorité. Mais du temps où il n'y avait pas de majorité, pour que l'opposition puisse présenter un vrai budget, il fallait présenter en même temps un candidat à la présidence et avoir une majorité absolue, ce qui, par définition, pour l'opposition est impossible. Donc, il y avait une possibilité pour l'exécutif, même minoritaire, d'avoir son budget. Ça n'existe pas dans les départements, et je peux comprendre que certains se disent, pour éviter le blocage dans 2 ou 3 départements, on pourrait imaginer un 49.3 à la régionale. La position du Parti socialiste sur cette possibilité de faire un 49.3 départemental, on sait que Gérard Larcher s'est déclaré favorable, Jean-Christophe Lagarde également. On ne sait pas ce que pense le PS. Il faut déjà que l'on voit comment les groupes politiques vont se comporter à l'horizon des votes des prochains budgets départementaux. On ne va pas commencer à donner des solutions là où on n'a pas encore rencontré forcément des problèmes. Donc on va laisser les exécutifs locaux travailler et puis en fonction de cela, s'il y a de réels blocages qui pourraient même contraindre finalement les habitants de ces départements, alors le législateur, j'imagine, aura peut-être à prendre la main et à faire des propositions, mais ce n'est pas le temps d'aujourd'hui. Enfin, je ne le crois pas. Vraiment favorable alors. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a des temps pour tout. Aujourd'hui, on a un 3e tour qui installe des présidents il est possible qu'on en ait de gauche. Exactement. Donc il faut. On dit souvent qu'on légifère trop. Ça c'est vrai. Donc il faut peut-être attendre un peu. Moi, que faire face à cette situation de blocage potentiel? Je pense que dans la plupart des cas, il n'y en aura pas besoin. Et que dans les cas où il y aura problème, au fond, nous vivons, à mon avis, comme observateurs, dans une 5e République qui est devenue exagérément majoritaire. Donc, on vit dans une espèce de guerre de religion. Et moi, je regrette qu'à l'inverse de tous les autres pays européens, Grande-Bretagne mise à part, on vive plutôt dans la guerre de religion que dans la culture du compromis. Alors, si ça aide un peu ce genre de contraintes à faire un peu des compromis au sein d'une assemblée pour essayer de trouver des accords, tout de même pas sur des choses extraordinaires. Le budget d'un département, alors que l'ensemble des compétences du département sont très souvent liées, c'est l'État qui finance les aides sociales, etc. Donc je pense que ce serait quand même assez logique que sans qu'il y ait besoin d'instituer des 49.3, on puisse trouver un mode de fonctionnement. Du compromis. Que ce soit pour les départements ou les régions,
pratiquement d'année en année, vous avez 90% qui sont des dépenses contraintes. Donc en réalité, la marge d'action de l'exécutif, elle est sur 10% du budget. Il ne faut pas non plus imaginer qu'on a la main sur tout. C'est encore moins. Nicolas Ce qui est amusant, c'est quand on vous entend, on voit quand même que finalement la gestion d'un département par l'UMP ou par le PS, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Il y a vous donnez des grains à l'UMPS. Non, c'est reparti. Jusqu'à preuve du contraire, dans les départements, ça avait mis du temps avant de commencer à tourner en rond. Que ce soit dans les départements gérés par l'UMP ou par le PS, les impôts n'ont pas diminué. Parfois, ils n'ont pas augmenté, dans le meilleur des cas. Souvent, ils ont augmenté, mais nulle part, ils ont diminué. Ça nous renvoie au débat des municipales. On nous disait que ça n'était pas possible de diminuer les impôts. On a apporté la preuve qu'on pouvait baisser les impôts dans les villes que nous gérons aujourd'hui. Et moi, je vais revenir un instant sur le 49.3. C'est sûr, on ne veut pas supprimer le RSA, nous. Non, mais nous non plus. Le 49.3, c'est en fait un passage en force. Le Parti socialiste est devenu spécialiste avec la loi Macron qui est passée comme ça. Et ça consiste finalement, lorsqu'on n'a pas... le Parlement, elle est en discussion. Ça consiste, oui, enfin, en première lecture, ça consiste en réalité à échapper à l'avis populaire et à la représentativité en passant en force. Bon, il faut être clair, l'avantage du scrutin proportionnel, l'avantage de la proportionnelle, qui existe beaucoup plus qu'en France, dans la plupart des pays d'Europe d'ailleurs, eh bien c'est justement de forcer à dégager des consensus. Ça évite un exercice sectaire du pouvoir qui caractérise aujourd'hui le Parti socialiste, qui aujourd'hui est rejeté par 80% des Français, et continue, bien sûr que si, et continue à mener une politique qui est rejetée par les Français à chaque élection municipale, aux européennes, au départemental. Et Manuel Valls dit qu'il ne bougera pas. Pourquoi? Parce qu'il a une majorité absolument en siège. Il se moque éperdument. Alors, politique sectaire, Luc Carvounas, que répondez-vous à Nicolas B? Moi je trouve ça incroyable. Le Front National fait encore de ses 62 sièges sur 4000, va vous donner des leçons en tout et pour tout. On voit comment ils dirigent leur rare collectivité territoriale, une petite dizaine sur un peu plus de 36 000 communes. C'est facile de faire des économies en sabrant tout sur les subventions aux associations, en fermant des services publics. On met fin au clientélisme. C'est ça, le clientélisme, le gaspillage qui sous l'œil du Front National, il est à géométrie variable. Non, pas du tout. Et même le communautarisme. Moi, ce que je veux, la culture du consensus, du compromis, c'est une culture de la maison du Sénat. Je ne suis pas sûr que ce soit la culture du Front National. Et si on attend demain d'avoir des élus territoriaux, notamment on parle des conseillers départementaux, on les a vus en campagne, il n'y avait aucune proposition, aucune sur les professions de foi des candidats. Chez moi, à Alfortville, vos candidats ont commencé le mardi qui précédait le premier tour. Ils ont mis les affiches, distribué les tracts 4 jours avant le premier tour. Aucune proposition. Excusez-moi, celui qui a nationalisé la campagne, c'est Manuel Valls. Et cela, dans les départements, on voit bien la fin du processus et de l'essoufflement. Parce que celui qui a nationalisé est totalement essoufflé sur le sujet, comme Philippot, comme tous les cadres du Front National. Ça ne crante pas, parce que quand il s'agit de parler de la vie quotidienne des habitants, ça ne prend pas. Il ne suffit pas de dire « Haro, sortons les sortants », ce qui est très poujadiste comme attitude, Allez, du UMP ou du PS. Attendez, je vous réponds en une seconde. Nos candidats faisaient campagne sur des projets précis et sur les sujets départementaux. Celui qui a nationalisé la campagne, c'est Manuel Valls, qui a parlé du Front National pendant toute la campagne. On va revenir, Nicolas B. On va tout de suite retrouver Germain Andrieux dans le Gard avec Denis Boide, le maire socialiste qui vient d'être élu président du Conseil départemental de ce département. Oui, je suis aux côtés de Denis Boide qui vient d'être élu à la tête du conseil départemental du Gard. Alors quelle est votre première réaction? Le suspense a été là jusqu'au bout de cette élection. Oui, d'abord je suis très heureux d'avoir été élu par l'ensemble de mes collègues de la majorité départementale, communistes, socialistes et verts. Je vous parlais de suspense, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Je faisais 22 voix au premier tour, ils en faisaient 20 et le Front National en avait 4. Il fallait simplement une majorité relative pour être élu. J'ai apprécié qu'au troisième tour, l'UMP retire son candidat et vote blanc. À aucun moment, vous n'avez eu la crainte finalement qu'il y ait des alliances contre nature? Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit parce que dans ce département où il y a 41,6% de gens qui ont voté pour le Front National, les socialistes dont je fais partie, les communistes, les Verts, ont appelé massivement à voter contre l'élu du Front National et à voter pour la droite quand il fallait voter à droite. On a eu 2 prises de position courageuses dans ce département des élus de droite qui n'ont pas fait comme on le voit sur vos chaînes de télévision à Paris de responsables nationaux. Jean-Paul Fournier, Yvan Lachaud, tous les deux, un de l'UMP, l'autre de l'UDI, ont appelé clairement à voter pour des candidats de gauche quand c'était le cas.
Et ma dernière question, c'est que finalement, on le voit, la victoire était possible au 3e tour parce que effectivement le candidat de droite s'est retiré. Ça implique une présidence sous condition ou pas? Il va falloir faire plus attention à l'opposition. Qu'est-ce que ça a impliqué au quotidien pour vous? Vous savez, il y a 11 ans que je suis là, il y a 11 ans que la droite vote avec nous 99% des rapports. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être une ère nouvelle est née. Je vous l'ai dit, 41,5%, ça doit nous interroger. On doit faire de la politique autrement. On doit écouter un petit peu ce que nous ont dit les hommes et les femmes de ce territoire. Et à partir de là, je pense que peut-être est-il nécessaire qu'on se mette à travailler plus en amont avec nos collègues issus du centre, issus de l'UMP, pour voir comment avec eux on peut faire du chemin pour les Gardoises et les Gardois. Merci Monsieur Boide, voilà pour les premières réactions du nouveau président du conseil départemental du Gard, remporté par la gauche. Merci beaucoup Germain, et on va faire tout de suite le point avec Pauline Dame sur les sénateurs engagés dans cette campagne et ceux qui ont échoué à se faire élire président de conseil départemental. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est la fin d'un règne pour Jean-Noël Guérini. L'ancien homme fort du PS local jette l'éponge. Et c'est une page du département qui se tourne avec l'arrivée de la droite au pouvoir, représentée par Martine Vassal. Autre candidat malheureux, Jean-Jacques Panunzi pour la Corse du Sud. Le sénateur UMP quitte son siège de président. La partie semblait pourtant gagner. À l'issue du second tour, la droite obtient la majorité au conseil départemental avec 18 sièges sur 22. Après une égalité parfaite entre les deux candidats, c'est finalement le doyen qui l'emporte. Pour Claude Haut dans le Vaucluse, là aussi le scrutin s'est joué à l'âge. Après une partie serrée, c'est la droite et son candidat Maurice Chabert, 71 ans, qui s'imposent. Du côté des entrants, l'UMP Philippe-Bas remporte sans surprise la campagne dans la Manche, un département détenu par la gauche depuis 17 ans. Pas de suspense non plus dans les Pyrénées-Atlantiques. Jean-Jacques Lasserre récupère le fauteuil qu'il avait perdu en 2011 et prend désormais le poste de Georges Labazé. Élu de justesse au second tour dans son canton de Champigny, Christian Favier parvient à sauver le dernier département communiste de France. Une victoire qu'il doit au Rassemblement des Verts et du Parti socialiste. Enfin, Jean-Léonce Dupont conserve lui aussi son poste. Le président sortant du Calvados recueille 34 des 50 suffrages grâce au soutien d'une large majorité de droite et du centre. On a vu dans ces résultats le Val-de-Marne qui est passé assez rapidement avec Christian Favier. Val-de-Marne, c'est votre département. L'union a fonctionné chez vous? Elle a été en difficile quand même. Il y a eu des hauts et des bas, mais depuis septembre dernier, nous demandions les socialistes cette union. Elle n'avait pas pu se faire dès le premier tour partout. En tous les cas, elle s'est faite au second tour et nous avons conservé ce département. Mais je ne peux pas. Enfin, si le président est communiste. Ensuite, je constate que le groupe communiste n'a pas progressé en siège, malheureusement. Que le groupe socialiste a perdu 2 sièges, écologiste a perdu 1 siège, l'UMP et UDI ont gagné 4 sièges dans le Val-de-Marne, donc l'union était nécessaire et utile pour garder ce département à gauche. Et l'union L'union de la droite dans la réalité, dans le département du Val-de-Marne, la droite UMP-UDI fait 52 à 53% et ne gagne pas le département. Ce qui en dit long sur le fait que les découpages sont bien faits quand même. L'union de la droite, Roger Carucci, on voit, vous avez gagné cette campagne avec votre allié de l'UDI. Est-ce que les résultats qu'on voit dans ce 3e tour et des présidents de conseils départementaux est à la hauteur de l'implication de l'UDI dans cette campagne? Oui, c'est pas encore exactement le ratio. Je n'ai pas noté de problème particulier entre les élus UMP et UDI pour des présidences de département. Dans la plupart des cas, on s'était mis d'accord avant sur qui serait notre candidat à la présidence, et ça a été respecté. Donc non, l'accord UMP-UDI a parfaitement fonctionné, et pour le vote, et pour l'élection des présidents. Juste sur le redécoupage qu'évoquait mon collègue, qui doit être un spécialiste, vu le redécoupage de Marlex, qui n'a pas été très profitable au niveau des circonscriptions. Il vient de quitter ce plateau. Moi, je dis simplement que mes collègues dans le département du Val-de-Marne ne se sont pas de droite courroucés quand la carte a été votée conforme à l'unanimité des membres du conseil départemental sortant. Donc s'il y avait eu un souci, chers collègues, ces conseillers de droite auraient dû s'opposer. Voilà, Carole, ce redécoupage, sur ce qu'on est en train de dire sur l'union aussi UMP-UDI, ça préfigure un petit peu de ce qui va se passer également pour les prochaines échéances? Écoutez, sur le découpage, il n'y a pas grand-chose à dire. Chaque fois qu'il y a un découpage, alors on balaye, passe à autre chose. Il a quand même celui-là, mais d'autres avant aussi, beaucoup respecté d'abord la démographie. Et c'est très difficile de garder un découpage cantonal qui soit au point près représentatif de la population. La carte a quand même été beaucoup critiquée. Elle a été
pas autant critiqué que souvent, et probablement c'est 2000 un signe. recours devant le Conseil d'État. Oui, bah ça c'est la logique. Enfin bon, moi ça me paraît pas, correspond pas du tout. paraît pas extrêmement grave. En revanche, je suis d'accord avec Roger Carucci sur le fait qu'entre l'UMP et l'UDI, ça s'est à tous les instants bien passé. C'est même très frappant que, alors que Nicolas Sarkozy a pris de temps en temps des tons de campagne qui n'étaient pas tout à fait prévus par les autres, personne n'a osé moufter. Il y a eu une espèce de respect de l'unité, même tout à fait surprenant à ce point-là. Et là, il y a eu des histoires de personnalité, c'est le cas en Corse du Sud, par exemple, mais qui ne correspondent pas à un découpage politique. Et au total... je crois que c'est peut-être même en termes de présence l'UDI qui s'en sort mieux que l'UMP, ce qui n'est pas souvent le cas dans les alliances entre un grand et un plus petit. On va tout de suite continuer cette édition spéciale avec nos envoyés spéciaux en province et on retrouve Paul Bouffard. Vous êtes cette fois, Paul, avec Patrick Kanner, ministre de la Ville. On vous écoute. Exactement. Avec Patrick Kanner. Aujourd'hui, vous passez dans l'opposition. Comment vous allez travailler ? Opposition constructive, vigilante. Nous avons un nouveau président, Jean-René Le Serre, que je tiens à saluer, à féliciter pour une belle élection sans conteste. Nous n'avons pas d'ailleurs présenté de candidat. Nous avons estimé que Jean-René Le Serre avait suffisamment de majorité pour justifier une seule candidature. Il a été un candidat extrêmement clair entre les deux tours, en appelant à voter pour le candidat républicain contre le Front National. Aujourd'hui, maintenant, il est devant ses responsabilités. Il passe de statut de candidat à celui de président. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui déjà des dossiers sur lesquels vous êtes en difficulté avec la nouvelle majorité? Peut-être, on a vu Jean-René Le Serre annoncer des coupes dans la masse salariale du département. Qu'est-ce que ça vous fait réagir? Moi, j'ai été patron de ce département et donc je sais que chaque salarié au Conseil général est utile pour les nordistes, au Conseil départemental, utile pour les nordistes. Donc, il a annoncé 8%, aucun remplacement de départ en retraite. Ça veut dire quand même des centaines, des milliers de fonctionnaires en moins dans le Nord. Il faudra qu'il explique où ces fonctionnaires disparaîtront en fait du paysage administratif et du service public nordiste. Ce sera beaucoup plus difficile. Entre l'annonce qui semble sympathique, entre guillemets, un petit peu démagogique, diront certains, et la réalité des choses, il faudra faire des choix. Alors, vous êtes membre du gouvernement de Manuel Valls. Comment sortir aujourd'hui au local de cette image, de cette contestation des Français contre ce gouvernement? Vous avez peut-être été tiraillé pendant la campagne? Alors, à titre personnel, je n'ai pas été tiraillé. Les nordistes que j'ai rencontrés, dans mon canton, mais ailleurs dans le Nord, étaient très fiers d'avoir chez eux, comme l'on dit, un ch'ti au gouvernement dont ils connaissent l'engagement et notamment l'engagement social. Donc, je n'ai pas été tiraillé à titre personnel, mais j'ai quand même senti cette impatience des Français pour avoir des résultats économiques et sociaux peut-être plus perceptibles qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est ce qu'a dit très justement Manuel Valls il y a encore quelques jours à l'Assemblée nationale. Les fruits de notre politique sont en train de porter. Nous demandons encore un tout petit peu de patience. C'est vrai que pour celui qui est dans la précarité, c'est dur, c'est même trop long. Nous savons qu'il y a cette impatience à gérer. Aujourd'hui, les déficits publics sont mieux maîtrisés qu'ils ne l'étaient précédemment. Aujourd'hui, nous avons une relance, par exemple, de l'immobilier dans notre pays, une baisse du chômage qui peut-être s'annonce dans les mois à venir de manière là effective. Voilà donc des mesures importantes qui, je crois, seront portées à notre crédit dans les mois à venir. Merci beaucoup. Voilà Patrick Kanner qui conserve son siège ici au Conseil départemental du Nord. Merci beaucoup, Paul. Et puisque vous parliez de personnalités comme M. Kanner, nous, on va s'intéresser à une autre personnalité qui a jeté l'éponge avant le résultat de cette élection départementale. C'était ce matin, c'est Jean-Michel Baillet dans le Tarn-et-Garonne. Regardez ce reportage, c'est la chute d'une personnalité, d'un ténor politique. La fin d'un règne et une défaite annoncée selon ses propres mots. Jean-Michel Baillet, à la tête du Tarn-et-Garonne depuis plus de 30 ans, s'est finalement désisté de la course à la présidence du conseil départemental. Pour moi, c'est clairement la victoire de l'UMP qui avait perdu dans les urnes, y compris à Montauban, où 2 cantons sur 3 sont à gauche, mais par des arrangements, par des petits meurtres en famille, comme au mois de septembre, eh bien, on a réussi à inverser les choses. C'est une spécificité désormais tarn-et-garonnaise qui m'inquiète beaucoup quant à la vie démocratique et qui fait que je ne m'étonne plus lorsque j'entends nos concitoyens dire que finalement la politique ne les intéresse pas. L'élection s'annonçait serrée. C'est Christian Astruc, sans étiquette, qui a été élu.
Une victoire qui met fin à l'ère Bailey, d'abord son père, puis sa mère, qui en 1970 devient la première femme présidente d'un conseil départemental. Depuis 1985, Jean-Michel Bailey dirigeait à son tour le Tarn-et-Garonne. Une suprématie qui agaçait, y compris dans son propre camp. Les départementales s'étaient transformées en « tout sauf Bailey ». Le puissant patron de la Dépêche du Midi, qui a perdu son mandat de sénateur en septembre dernier, n'a désormais plus de mandat électif. Luc Arvounas, Jean-Michel Bailey qui perd son siège, c'est peut-être la surprise de ce troisième tour. Oui, c'est aussi une page, ça a été dit, qui se tourne. C'est une voix qui manque, à mon sens, depuis le renouvellement sénatorial. C'est une figure... Je souhaite qu'il participe toujours à la vie politique de notre pays. Est-ce que la gauche l'a vraiment soutenu, le Parti socialiste l'a vraiment soutenu? Je pense que le Parti socialiste a toujours été un loyal partenaire de Jean-Michel Bailey depuis le début. Qu'il y a eu des difficultés dans ce département qui ne nous appartiennent pas. Vous aurez compris que nous n'étions pas majoritaires, loin de là. Mais en tous les cas, nous avons toujours été à ses côtés. Jean-Michel Bailey parle de petites combinaisons, d'esprit de revanche quelque part. Est-ce que ça vous interpelle ? Je laisse à Jean-Michel Bailey l'analyse de ses dires et de la situation. Bon, voilà, moi j'ai dit ce que j'en pensais. C'est une défaite de la gauche, encore une fois, dans ce département. Mais je pense que ces deux échecs successifs sont aussi peut-être liés à une histoire très locale et qui appartient pas forcément à de l'articulation politique telle qu'on voudrait l'imaginer. Roger Carotti, un petit mot peut-être sur Jean-Michel Bailey, que vous connaissez bien, collègue sénateur. Oui, tout à fait. Non, mais moi je pense qu'il paye les divisions au sein de la famille radicale, entre les radicaux de gauche qui disent il faut rester allié au PS et au gouvernement, et les radicaux de gauche qui disent on ferait mieux de prendre un peu notre indépendance, ce qui lui a fait perdre son siège sénatorial, puisque en réalité c'est les divisions des voix radicales qui lui ont fait perdre son siège sénateur. Il reste conseiller départemental, mais c'est vrai qu'il n'a plus aucun mandat lourd pour peser sur la vie nationale, à moins que naturellement le PS, dans son extrême bonté, ne le fasse arriver au gouvernement. Donc le Tarn-et-Garonne, c'est un département que vous considérez acquis à la droite ? Je n'aime pas beaucoup le fait d'acquis à la droite, acquis à la gauche, ça ne veut pas dire grand-chose. En l'occurrence, il y a effectivement un candidat sans étiquette soutenu par la droite qui a été élu président. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de l'époque radicale de gauche, mais pas que là. Oui, je crois que c'est beaucoup aussi le problème personnel de Jean-Michel Bailey, qui avait fini par s'attirer de fortes inimitiés. La dernière fois, il avait accusé le sénateur Collin, cette fois-ci, il accuse M. Astruc, et derrière, il laisse entendre que tous les socialistes... La dernière fois, il avait même dit que François Hollande avait participé au complot contre lui. Voilà, on sent bien que la personnalité de Jean-Michel Bailey a fini par irriter un certain nombre de ses amis les plus proches, et qu'il le paye. Mais c'est vrai que c'est la surprise de cette élection, puisque sur le papier, les sièges acquis à la gauche étaient majoritaires, et que c'est le seul cas dans lequel, à cause de raisons personnelles, c'est un indépendant qu'on croyait soutenu par la gauche, mais qui finalement a fait la pointe des voix de droite. On voit la carte de cette nouvelle répartition par département. On voit le bleu, bien qu'il emporte largement. Alors le Tarn-et-Garonne est en blanc. On attend de voir exactement qui revendique la victoire. Et aucun pour le Front National, Nicolas B. Oui, écoutez, ça c'est pas une surprise puisque nous l'avons su dimanche soir que nous n'avions pas de département. Encore une fois, pour nous, les départementales étaient une étape essentielle, encore une fois, de maillage territorial. L'enjeu de gagner un département était finalement assez secondaire. Les municipales ont été la première étape, les départementales la deuxième étape, les régionales de décembre prochain seront la troisième étape pour achever ce maillage territorial dans la perspective de la grande alternative de 2017 que portera Marine Le Pen. Un scrutin qui sera plus favorable, vous pensez, pour vous ? Clairement, les régionales, c'est un mode de scrutin essentiellement proportionnel avec une dose majoritaire. Donc ce qui est déterminant, c'est de voir quel est le rapport de force au premier tour, c'est-à-dire quelle liste arrive en tête. Nous, ce que nous pensons, compte tenu des résultats à la fois des européennes et plus récemment des départementales, c'est que le Front National peut arriver en tête dans plusieurs régions et par conséquent l'emporter au deuxième tour, à moins que nous assistions non pas à des petits arrangements entre amis, entre l'UMP et le PS, comme on l'a vu au départemental, mais carrément à une fusion pure et simple des listes entre l'UMP et le PS. Ça fait doucement sourire, Roger Carotti. C'est quand même très curieux dans ce milieu politique. Nicolas Sarkozy peut dire pas d'accord avec le FN, pas d'accord avec le PS de manière très claire. Ça fait rien.
d'élection en élection, on entend à moins que... Oui, vous avez vu dans le Gard, Roger Carucci, l'UMP a retiré son candidat au troisième tour pour laisser le champ libre au PS. Devant nous, donc c'était clair et c'était non, ils net. Ils sont arrivés devant nous. Bon, donc les régionales, ce sur quoi Nicolas B a raison, c'est que c'est vrai que l'élection régionale correspond davantage à ce qui peut montrer un élan éventuel du Front National. En tout cas, c'est un mode de scrutin qui est meilleur pour le Front que l'élection départementale, qui est un scrutin majoritaire à 2 tours. Là, au régional, on aura des triangulaires partout. C'est un scrutin plus démocratique. Mais voilà, ça dépendra quel sera le rapport de force à ce moment-là. Moi, je pense que ça arrive droite, vite, c'est le mois de décembre. Oui, mais l'UMP et l'UDI viennent de démontrer au départemental leur capacité à s'unir. On a gagné les élections municipales, on a gagné les élections départementales, on a gagné le Sénat. Et ben on gagnera. Alors un mot sur les régionales du Carvounas. Roger Carucci vous dit simplement que vous allez perdre les régionales. Oui. Voilà. Oui. Si on est clair. Donc on peut éviter de faire une élection. Roger Carucci nous a fait gagner à tous du temps. Ça c'est vrai. Mais si vous pouviez vous en rendre compte avant. Bien. Moi, ce que je pense, c'est qu'il nous faut tirer une conclusion de cet échec électoral assez départemental, qui est encore une fois un échec lié à notre division. La posture du Dini, on a bien compris, elle est une posture avantageuse aux candidats de l'UMP, puisque les études démontrent qu'entre 60 à 80% de l'électorat du Front National au premier tour se reporte sur les candidats UMP au second tour. Ça appartient à l'UMP, c'est à eux de gérer cela. Tout va dans l'autre sens. Ensuite, pour les régionales, moi, ce que je souhaite, et c'est le travail que nous avons commencé dès lundi dernier avec les écologistes, ce matin avec le Front démocrate, le 8 avril avec le PRG, il nous faut nous rassembler, parce que si nous ne nous rassemblons pas, alors la gauche subira au mois de décembre prochain ce que la droite a subi en 2004. Nous perdrons toutes les régions. C'est révélateur d'un PS qui est totalement sourd à la révolte et à la souffrance des Français. C'est-à-dire qu'à chaque élection, votre réponse, c'est des petits arrangements, des petits maniements. On fait entrer un tel au gouvernement, on se reparle avec les Verts, etc. Tout ça n'a aucun sens. Je comprends les bien Français, que ça ce qu'ils attendent, c'est un changement de. Non, c'est pas que ça me dérange. C'est que ce que les Français attendent, c'est un changement. Non, c'est un changement de cap politique qu'ils attendent. Ils attendent qu'on mette fin à l'austérité imposée, à l'immigration massive, à l'insécurité généralisée, au laxisme du gouvernement national sur 4 milliards. Ils l'ont exprimé en rejetant le PS à 75%. Non, mais la réalité, juste je comprends que M. Carvounas dise après les divisions des départementales, il nous faut l'unité. Mais au municipal, par exemple, il n'y avait pas de division réelle à gauche. Vous avez quand même largement perdu. Pourquoi ? Parce que la politique du gouvernement est très critiquée, contestée, et elle désespère les Français. Et quand vous nous dites, vous allez rencontrer les écolos, vous allez rencontrer le Front de gauche, tant mieux pour vous. Sauf que le Front de gauche est plus critique encore que nous sur la politique du gouvernement. Sauf que les écolos, la moitié veut être au gouvernement. J'ai pas parlé du Front de gauche. Enfin, le Front démocrate, je ne sais pas ce que c'est alors. Mais renseignez-vous. Ça doit être des gens extrêmement importants. Alors, mais tant que vous n'avez pas de capacité à avoir une unité de la gauche, du Front de gauche aux écolos en passant par le Parti socialiste, vous serez forcément divisé, forcément minoritaire, et donc tous ces calculs n'ont pas de sens. Soit vous changez de politique, du gouvernement, je veux dire, pas du Parti socialiste. Et si vous changez de politique, vous pouvez peut-être rassembler la gauche, mais être écrasé par le rejet du pays. Soit vous ne changez pas de politique et de gouvernement, et vous aurez toujours... J'adore que nos adversaires parlent mieux des autres que d'eux-mêmes. Mais c'est toujours pareil. Moi, en parlant d'alliance, j'attends de voir maintenant ce que va devenir ce grand rassemblement UMP-UDI. Les problèmes commencent pour l'UMP. Mais Carvounas, je vous propose de poursuivre ce débat, mais tout de suite d'écouter aussi l'interview de Claudie Le Breton, l'ancien président de l'Assemblée des départements de France, et il nous livre sa vision aussi de la démocratie locale. On l'écoute au micro de Pierre-Henri Girgone. Ce que ça va changer, à mon avis, c'est un peu l'état d'esprit des assemblées. Je pense qu'on retrouve à travers cette diversité entre les femmes et les hommes peut-être une autre approche de la politique, de l'exercice des responsabilités, surtout que là, on est dans des responsabilités de proximité de la vie quotidienne de nos concitoyens. Je ne veux pas dire que les femmes doivent être subordonnées à cette seule approche, mais on voit bien qu'il va y avoir une grande recherche d'efficience en matière de services publics, peut-être moins d'idéologie et un peu plus d'efficience. Bon, maintenant, à voir à l'épreuve des faits. On avait déjà les régions, on le voit avec les grandes collectivités, et ce que je dis là se confirme
Il n'empêche, Claudie Le Breton, est-ce que finalement ce scrutin ne solidifie pas durablement l'entité départementale qu'on croyait perdue il y a encore quelques mois? L'entité départementale, comme beaucoup d'identités, elle n'est pas là aussi pour l'éternité. Et je pense qu'il y aura des réformes. Si j'entends certains candidats, peut-être à la présidence de la République, qui s'annoncent, le conseiller territorial revient en force pour siéger dans le département et la région. Donc cette question va revenir très certainement, pas forcément centrée sur les départements, parce que moi j'ai toujours considéré qu'on devait aborder quelle Europe politique nous voulons, donc ça pose la question des États-nations ou d'une Europe fédérale, la place de l'État entre l'Europe et l'organisation territoriale de la République, et là je pense que les choses certainement bougeront. Est-ce que votre action à la tête de l'Assemblée des départements de France, dont vous occupez la présidence depuis 2004, a été utile, en particulier ces derniers mois? Est-ce que finalement votre plus belle bataille, ça a été celle de ces derniers mois pour finalement conserver ces territoires départementaux? Vous savez, mon combat, ça n'a pas été simplement le combat des départements, ça a surtout été celui de la décentralisation. En un mot, de la démocratie locale. Parce qu'il faut le dire aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, c'est l'enjeu de tout cela, c'est la démocratie. C'est pas la même chose de voir une assemblée d'élus qui assume des compétences qu'un fonctionnaire de l'État, si bon soit-il, qui pourrait décider tout seul dans un territoire départemental, et c'est ça la démocratie. Alors soit elle est imparfaite, et je pense qu'elle est questionnée aujourd'hui sur le fait de l'abstention. Alors est-ce qu'il faut trouver d'autres modes? Mais on ne pourra pas rester en l'état. Si demain, il y a de plus en plus d'électeurs qui ne vont plus voter, eh bien, c'est la société tout entière qui est interrogée et les élus au premier chef. Et moi, je pense qu'on est peut-être arrivé à la fin d'un cycle et qu'il est temps de repenser nos organisations démocratiques dans nos territoires, dans les territoires de la vie quotidienne de nos concitoyens. Voilà pour cette interview de Claudie Le Breton au micro de Pierre-Henri Jargon. Il est 16h30, l'heure du bilan de ce troisième tour des élections départementales. Vous pouvez voir sur votre écran la carte qui va s'afficher, la carte des départements de France. 66-67 pour l'UMP, évidemment, un doute encore sur le Tarn-et-Garonne, qu'on mettrait plutôt du côté de la droite selon les invités sur ce plateau. 34 départements pour le Parti socialiste. Il y a eu tout un ensemble de résultats sur ces votes et les communistes, absolument, Roger Carucci. Un ensemble de votes depuis ce matin, très tôt. Voici le résumé de l'ensemble de ces résultats avec Sandra Cerquera. Dans les Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, qui n'avait aucune chance de l'emporter, a décidé de jeter l'éponge. Sans surprise, c'est la droite, arrivée majoritaire, qui prend pour la première fois la présidence du département. Avec 32 des 58 suffrages, l'UMP Martine Vassal est élue dès le premier tour. Elle fait le plein de ses élus, de la droite et du centre. Dans le Vaucluse, jusqu'au bout du scrutin, le FN a présenté un candidat avec le soutien des élus extrême droite de la Ligue du Sud. Mais l'élection, très serrée, s'est jouée entre la droite et la gauche qui, au deuxième tour, sont à égalité parfaite, 12 voix contre 12. Toujours pas de vainqueur au troisième tour, où l'UMP l'emporte face au PS grâce à la règle du bénéfice de l'âge. Maurice Chabert, 71 ans, est le nouveau président du conseil départemental du Vaucluse. En Corrèze, le chiracien Pascal Coste, seul candidat en lice après la nette victoire de l'UMP, a été élu ce matin dès le premier tour avec 26 voix sur 38 suffrages. Pascal Coste succède au socialiste Gérard Bonnet, une prouesse dans le fief de François Hollande. Enfin, en Lozère, c'est bien la socialiste Sophie Pantel qui est élue dès le premier tour, seul département à basculer à gauche. Voilà, l'heure pour nous aussi de faire le bilan avec nos invités. Petit tour de table rapide, messieurs, de cette élection départementale, premier, deuxième, troisième tour. Allez, Nicolas Bay, votre analyse finale de cette élection. Moi, je crois que ces élections départementales, elles ont été l'occasion pour les Français, une nouvelle fois, d'exprimer leur rejet très fort de la politique du Parti socialiste actuellement au pouvoir, qui, du coup, a été très largement désavoué aussi bien au premier tour qu'au deuxième tour. Ils se sont tournés de façon un peu mécanique vers une UMP-UDI qui, finalement, avait des positions acquises très importantes, des milliers d'élus sortants, qui l'ont permis de bénéficier de ce rejet de la gauche dans un jeu de l'alternance droite-gauche qui marche de moins en moins bien, mais qui marche encore un peu dans la vie politique locale. Et le Front National s'est installé comme une force politique absolument incontournable localement, ce qui est une donnée vraiment Roger Carucci, vous, quel bilan faites-vous? C'est simple, la droite et le centre préparent l'alternance, et quand la droite et le centre sont unis, ce qui a été le cas ici au départemental comme au municipal,
elle gagne. Et à gauche, les résultats des deuxième et troisième tours démontrent qu'il n'y a pas de tripartisme sous la Ve République et qu'il y a un bloc aujourd'hui représenté par l'UMP et l'UDI. Il y a une opposition départementale au niveau national représentée par la gauche et le Parti socialiste. Et aujourd'hui, nous retroussons les manches, la gauche, pour être au rendez-vous des élections régionales, pour empêcher justement cette alternance attendue par mon voisin. Et le mot de la fin, Roland Quérol. En conclusion, non, je crois qu'on aura eu des élections intermédiaires comme les autres élections intermédiaires, c'est-à-dire des élections sanctions à l'égard du pouvoir. Ça se passe en France comme dans beaucoup d'autres pays, dans lesquels moi je ne déchiffre pas, avec les enquêtes dont je dispose, d'une volonté, d'une politique qui serait clairement définie, comme plus à gauche, plus à droite, mais comme une élection sanction contre l'absence de résultats. Mécaniquement, c'est évidemment l'UMP-UDI qui est le grand triomphateur, mais c'est un triomphateur d'un vote sanction. Il lui resterait à transformer ça maintenant en ayant un programme et en désignant un candidat présidentiel. Message reçu, Roger Carotti, j'imagine. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à notre émission. Analyse, commentaires, résultats avec vous à 19h, Delphine. Oui, merci, effectivement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour d'autres informations politiques et parlementaires et pour revenir sur le bilan de ce 13e tour.